Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs? On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. 55% d'entre vous pensent que oui, il faut une nouvelle loi. François Pupponi, est-ce qu'elle serait efficace? Est-ce qu'elle permettrait d'arrêter cette violence ou pas? C'est ça la véritable question. Je pense que l'idée du ministre de l'Intérieur, c'est de réécrire la loi de 2019 pour la rendre efficace. Parce qu'effectivement, ce qui avait été reproché au Parlement à l'époque, moi j'ai voté cette loi, c'était de dire qu'on avait en fait trop donné de pouvoir au pouvoir administratif. Et donc il faut un peu plus de pouvoir judiciaire qui encadre tout cela. Donc il suffit de l'écrire un peu différemment. Soit c'est lorsqu'on est interpellé dans une manifestation, on est condamné, et parmi la condamnation, il y a l'interdiction de remanifester. Donc que le juge ne prend pas systématiquement, donc il faut le prendre un peu plus. Et puis il faut peut-être encadrer l'interdiction de manifester a priori par une décision de justice. Vous étiez quel parti à l'époque où vous avez voté la loi ? La majorité. Non mais quel parti ? J'étais apparenté Modem. Voilà, donc comme quoi tous les partis, lorsqu'il y a une unicité, peuvent voter cette loi. Il n'y a aucun problème. Vous en êtes la preuve. Et on a voté aussi sur les fameux drones un peu partout, ils avaient été retoqués en partie par le Conseil constitutionnel. Et là, ils ont pu être utilisés les drones. Alors, dans certains cas, parce qu'en fait, ce que ne veut pas le Conseil constitutionnel, parce que quand un drone vole pour une manifestation, il enregistre tout, y compris ce qui se passe dans les appartements d'une rue. Oui. Et ça, c'est interdit. Parce qu'on rentre illégalement chez les gens. Donc, et donc, il faut arriver à faire fonctionner le drone uniquement sur le manifestant et pas... Bon. Et là, techniquement, les policiers ont des problèmes. C'est technique. Louis Dragnel, sur cette loi anti-casseurs. Par rapport à ce que disait Maître Bovis là tout à l'heure, vous évoquiez le fait que... pardon, je viens d'oublier mon idée. Je viens d'oublier. Je vais retrouver, excusez-moi. J'étais pas d'accord avec... Non, ça revient. Vous évoquiez le fait que sur les interpellations prédictives, voilà, je voulais rebondir là-dessus. Vous disiez, voilà, il faut qu'on puisse laisser la liberté aux manifestants de faire ses choix. Sauf que moi, je considère que un casseur qui a été interpellé plusieurs fois dans une manifestation en train de casser des policiers, dégrader des biens publics, en fait, il s'est privé tout seul de ses droits civiques. C'est-à-dire que ça le prive de facto mais si. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème de manière administrative à ce que le préfet puisse l'empêcher de participer à des manifestations. Mais de la même manière... le problème... Attendez, on va... Vous pouvez difficilement dire qu'un délinquant l'est toute sa vie. Il y a juste un tout petit peu d'hypocrisie dans ce débat. C'est pourquoi est-ce que l'État essaie de faire basculer le plus possible de pouvoir administratif dans les mains du préfet, parce que souvent quand on demande à la justice, eh bien c'est pas fait et c'est pas efficace. Bon, alors, non mais c'est ça. On avance. Maître Bovis. Une réponse à ça ou pas? Non. Alors je passe la parole à Laurent Pietraszewski. Non. Si vous n'oubliez pas votre idée, attention. Je suis celui qui va être le plus cité mais qui n'a jamais parlé. Mais oui, non mais c'est pour ça. Alors on arrête tout. Monsieur Pietraszewski. Vous dites qu'il faut qu'il y ait une réalité de l'exécution de la peine et surtout une rapidité dans l'exécution de la peine. Les sujets sont clairs, à la fois sur la réalité de l'exécution de la peine, quelle qu'elle soit. On peut discuter des peines planchées, de minima, mais en tout cas que cette peine soit exécutée. Et le sujet principal, mais d'ailleurs qui est vrai pour tous les citoyens, d'ailleurs c'est une des attentes très fortes qu'on a vis-à-vis de la justice, c'est qu'il y ait une rapidité entre le moment où on subit un préjudice, où on est victime, et le moment où ou en tout cas celui ou celle qui est présumé coupable est jugé et condamné. Notre sujet, il est là, c'est qu'on a une justice qui est lente, parce qu'elle a été, disons-le, on peut pas ici pointer du doigt uniquement les uns ou les autres, mais parce qu'en réalité, on n'investit pas dans notre justice depuis plus de 25 ans. On l'a fait un peu les dernières années. On se réveille quand on se dit « Ah tiens, on n'a pas assez de places de prison ». Mais sur le fond, une fois qu'on a mis les gens dans des prisons, il faut aussi les accompagner pour qu'au final, la réinsertion se passe bien. Parce que c'est pour que quand ils ressortent, ils soient plus dangereux que quand ils sont entrés. On n'aura pas gagné grand-chose collectivement. Donc on a un vrai sujet d'investissement vis-à-vis de la justice et on a un vrai sujet de réalité de l'exécution de la peine et de rapidité de prise de décision de la justice. Il y a trop de temps qui se passe entre effectivement le prononcé de la peine et l'exécution. Oui. Ou même entre l'interpellation et la réalité de la peine. Maître Bovis, vous nous confirmez. Bien sûr. Passer des mois, voire des années. D'ailleurs, au niveau années. des délais d'appel, on est généralement actuellement à Paris, on est à peu près sur une année, à peu près. Entre le moment où un jugement est prononcé, vous faites appel, vous passez en cours d'appel 1 an après à peu près. Le temps après que l'appel se déroule, vous êtes à peu près à 2 ans, voire 3 ans après les faits. Non. Donc c'est énorme, si vous voulez. On a un problème de célérité de la justice aujourd'hui qui est dramatique. Mais par rapport à la loi anti-casseurs, moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé tout à l'heure lorsque la préfète de Lyon évoquait les manifestations à Lyon. Elle parlait de à peu près 2000 casseurs, 1000 black blocs et à peu près 60 interpellations. Il y a une disproportion incroyable. Il y a une disproportion incroyable. Effectivement, il faut féliciter le travail des forces de l'ordre, mais on voit bien qu'il y a une difficulté. Combien de procédures vont aller jusqu'au bout? C'est ça qui est terrible. Combien seront jugés? Combien seront jugés? Combien seront condamnés? Et combien, du coup, auront une peine qui va être appliquée? On est à quoi, 1%?
Je sais. 5%. Je préfère même pas me prononcer. Mais en tout cas, on sera sur une mais disproportion. du coup, on tourne en rond. totale. C'est-à-dire qu'en fait, si on acte le fait qu'on peut pas faire évoluer l'état de droit au nom de la garantie des libertés individuelles, et qu'en fait, on est tous en train de pleurer avec des larmes de crocodile sur ce qui est en train de se passer et sur le fait que les policiers, en fait, un jour, il y en a un qui va mourir parce que ça va crescendo manifestation après manifestation. En fait, il n'y a plus rien qui bouge et en fait, on se sent complètement démuni. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on acte le fait non pas d'une rupture par rapport au droit. Moi, je ne parle pas d'un droit d'exception. Je parle simplement d'une adaptation de l'état de droit. L'état de droit, c'est vivant. L'état de droit est fait pour bouger et s'adapter à la société telle qu'elle est, pas par rapport à la société telle qu'elle devrait être. Ouais, Et donc, en fait, face à ça, moi, je garderai toujours en souvenir le fait qu'en 2015, sous François Hollande, des personnes ont été incarcérées, placées en détention pour avoir regardé des vidéos de Daesh, pour avoir, entre guillemets, simplement, et je banalise absolument pas ce qui s'est ce qui se passe, mais simplement avoir regardé une vidéo de Daesh. Vous vous rendez compte que pour avoir regardé une vidéo de l'État islamique, vous êtes incarcéré, et quand vous cassez des policiers toutes les semaines, c'est maintenant au législateur d'adopter les garde-fous nécessaires pour préserver les libertés fondamentales. Il faut affiner la loi existante, on doit y arriver. Bon, ok, on va avancer. Commissaire Vallet, cette loi, il la faut vite, il la faut... il faut un petit mot, on a Jérôme Durin, le sénateur socialiste hier, qui a eu ce courage d'accompagner les braves à moto au plein cœur de l'événement. Il va pas recommencer, je crois. Et il a eu très peur. Quand vous lisez les titres de la presse ce matin, il dit « J'ai eu très peur, j'ai eu peur pour ma vie, je comprends mieux maintenant comment évoluent les forces de l'ordre à travers les cocktails Molotov, les acides, les kakatov et tous les projectiles et les armes de guerre qui leur ont été jetés hier sur cette pluie. » Et d'ailleurs, j'invite tous les élus, quel que soit le parti, et nous, mon syndicat le prône depuis des années, y compris pour le National de maintien de l'ordre, c'est que ces élus accompagnent nos forces de l'ordre parce qu'on comprend mieux ce qui nous arrive sur le coin de la tête quand il y a un cocktail Molotov qui tombe sur le casque, plutôt que de faire des commentaires acides sur les forces de l'ordre lorsqu'on est sur les bancs de l'hémicycle ou lorsqu'on est bien protégé dans les palais ultra protégés de la République. Et sur un plan politique, Maître peut-être Bovis. un mot, avoir beaucoup plus de sévérité envers des collègues journalistes ou envers des politiques qui s'affichent parfois avec des t-shirts, la police tue, qui scandent que la police tue, que la police assassine. Des t-shirts. Oui, des t-shirts. Oui, et avec des des écharpes. par-dessus. Et parfois avec des écharpes, Écharpes effectivement. tricolores, Et il faut j'en ai une vu, vraie moi. sévérité, Tricolore. puisque ceux qui sont censés montrer l'exemple montrent un exemple aujourd'hui qui n'est pas le bon et qui incite justement à la violence. J'aimerais juste qu'on écoute Elisabeth Borne. Elle était évidemment cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elle a répondu sur la question de la violence. Elle a dit voilà qu'un palier avait été franchi sur la violence. Elle a aussi évoqué la reprise du dialogue social. Écoutez ce qu'elle disait tout à l'heure dans l'hémicycle. Hier, certains de nos concitoyens sont descendus dans la rue pour exprimer leurs revendications, leurs inquiétudes. Nous devons les entendre, nous devons leur répondre. Ces revendications, Madame la Présidente Châtelain, vous le savez, dépassent largement la réforme des retraites. Les manifestants, les travailleurs, les Français veulent une meilleure prise en compte de leurs attentes vis-à-vis du travail. Nous voulons aller plus loin et travailler avec les partenaires sociaux à bâtir un nouveau pacte de la vie au travail qui réponde aux attentes des travailleurs et offre des réponses concrètes à leurs attentes. Alors, Madame la Présidente Châtelain, le progrès social ne viendra pas du bruit des casseroles, mais bien de l'action résolue et bien de la discussion avec les partenaires sociaux. C'est le sens de la feuille de route que j'ai présentée la semaine dernière. Je vous remercie. Voilà, elle s'en étrangle, la Première ministre. Elle répondait à une élue Europe Écologie Les Verts. Le dialogue social, il peut reprendre dans ces circonstances, Laurent Pietraszewski ? Il faut. Avec une nouvelle mobilisation annoncée pour le 6 juin, des gens qui espèrent que l'Assemblée va voter contre la réforme des retraites, mais enfin, est-ce que c'est pas un peu illusoire de la part de la Première ministre ? On ne peut pas reprocher au gouvernement d'être volontariste. C'est au contraire ce qu'on attend de lui en la matière. Et d'ailleurs, on lui reprocherait plutôt de ne pas l'avoir été assez avant de faire voter son projet de loi. Et on ne va pas lui reprocher de l'être maintenant. Je pense qu'il faut qu'on soit quand même tous un peu cohérents. Donc là, il y a une expression extrêmement volontariste. Et elle a raison, la Première ministre, là, dans sa conclusion, même si elle s'étrangle là-dessus, oui. En disant qu'effectivement, le progrès social, c'est pas juste en restant assis sur sa chaise à Paris, dans l'hémicycle, en revendiquant des avancées, c'est en créant les conditions pour que dans les entreprises, dans les branches, ça discute. Et au niveau interpro aussi, ça discute entre qui ? Entre le patronat et les représentants des salariés. Il y a du grain à moudre, il y a des choses à faire. On a évoqué un point, vous savez, dans cette
acceptabilité de la réforme des retraites, acceptabilité qui n'est pas, loin s'en faut, acquise aujourd'hui pour le gouvernement. On est plutôt sur une forme de rejet encore. Mais le levier principal à tirer, c'est comment on répond à chacun, comment on individualise la réponse. Donc le sujet de la pénibilité, le sujet de l'effort physique au travail, qui est différent selon le type d'activité, eh bien, il faut avancer. Alors, il y a eu une petite lumière là qui s'est allumée dans les décrets qui ont été transmis au Conseil d'État très récemment par le gouvernement, notamment pour la reconnaissance de la retraite anticipée pour incapacité permanente. On va pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, comme faisceau de présomption, eh bien le gouvernement a indiqué la nature des activités et la profession. Vous savez que j'ai défendu, et je continue à le faire, le fait que dans les branches, parce que ça peut pas se passer dans les entreprises, on puisse examiner le type de métier, les types de métiers qui existent, et quel que soit le type d'entreprise dans lequel vous êtes, eh bien, on pourra tout à fait doter le compte personnel de formation de chacun ou le compte personnel de prévention d'un certain nombre de points pour permettre à ceux qui sont exposés durablement à des métiers de faire ou une réorientation professionnelle ou de partir plus tôt. Il y a là du grain à moudre pour les partenaires sociaux. Bon, Louis Dragnel. Mais le ministre Pietraszewski a raison dans un sens, c'est que moi je suis convaincu, même si aujourd'hui ça ne se voit pas et les gens ne veulent pas le voir, c'est que globalement il y a plusieurs petits signaux qui montrent que, je dis pas que le gouvernement est tiré d'affaire, loin de là, d'un point de vue politique, mais que globalement, il y a quelque chose qui va quand même avancer. On voit que M. Chabagnier, par exemple, qui était l'invité de tout à l'heure et qui était sur votre plateau, qui est le patron de la CFTC, accepte de revenir à la table des négociations. On dit que lui souhaite et désireux de porter un certain nombre de messages auprès d'Elisabeth Borne, Laurent Berger avec à peu près la même attitude, et peut-être que d'autres syndicats progressivement vont revenir, parce qu'en fait, alors il y a de la politique là-dedans, c'est-à-dire que le gouvernement essaie aussi de les contraindre à revenir en leur proposant simplement de porter des messages qui vont plutôt dans le sens de la défense des salariés. Mais donc on voit qu'à la fois d'un point de vue social et politique, il y a quand même des petits faisceaux qui montrent que le gouvernement va réussir un tout petit peu à sortir de ça. Ça ne veut absolument pas dire que les Français sont réconciliés avec Emmanuel Macron, ça ne veut absolument pas dire que tout est pardonné, que tout est réglé, mais globalement... Et ça ne veut pas dire que la prochaine manifestation va bien se passer non plus. Le 8 juin. La mauvaise nouvelle, c'est le 8 juin. Alors le 8 juin, c'est l'Assemblée, c'est le groupe Lyot a de loi. déposé une proposition de loi qui reviendrait à 62 ans, qui a des chances de passer. Alors, de droit parlementaire, on verra si effectivement le texte va jusqu'au bout. Ça risque de pas aller au Sénat, mais ça risque, si effectivement le texte est voté, de permettre aux syndicats qui auront manifesté le 6 de dire si c'est voté à l'Assemblée, on va manifester 15 jours après devant le Sénat pour obliger le Sénat à l'inscrire à son ordre du jour. Ce qu'il ne va pas forcément obtenir. Mais en tout cas, ça peut permettre aux syndicats de continuer le combat. Qu'est-ce que vous craignez pour la manifestation du 6 juin, commissaire Vallée ? Qu'on a à nouveau des policiers et des gendarmes grièvement blessés, voire pire, un drame. Que jusqu'à présent, par le professionnalisme et l'engagement de nos collègues et de nos camarades de la gendarmerie, ça ne s'est pas passé. Et c'est en réalité aussi un conflit qui dure. Moi, j'ai 19 ans de police, j'ai rarement vu un conflit durer aussi longtemps dans la durée. D'habitude, sur les réformes précédentes de Mme Touraine, de M. Fillon ou de responsables politiques dans le passé, ça durait 2-3 mois et après, quand c'était adopté, c'était fini et puis chacun repartait sur d'autres revendications ou d'autres combats. Là, on voit qu'avec la manifestation du 6 juin, on va être sur le 6e mois de mobilisation, même si c'est la 14e journée, où les gens se mobilisent avec en plus tous les déplacements aujourd'hui des personnalités ministérielles, du président, qui va, vous l'avez dit dans votre reportage jeudi, qui va aller à Saintes, en Charente-Maritime. Donc à chaque fois, c'est aussi des déploiements impressionnants de forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser le cortège, sécuriser le déplacement et permettre finalement que on ait des responsables publics qui rencontrent les Français. Et ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte parce que samedi dernier, vous aviez le match entre Toulouse et Nantes sur la Coupe de France. Lundi, le 1er mai, vous avez immédiatement la fête des travailleurs qui s'est transformée malheureusement en fête des casseurs. Et donc, on voit bien que c'est la crainte aujourd'hui qu'on peut avoir. Et je rends hommage pour terminer à deux entités particulières. D'abord, ces policiers dans les centres d'information et de commandement, vous savez, ils sont derrière des pupitres pour piloter et assister l'autorité dans la coordination et la direction des services sur le terrain. Et ensuite, à nos services de renseignement. Souvent, on moque le renseignement territorial, le renseignement de la préfecture de police de Paris sur son absence d'anticipation, de prédiction. Je mets quiconque au défi de faire le même travail. Et là, on peut constater que sur chaque manifestation, vous le disiez d'ailleurs, Louis Dragnel, c'est qu'on a quand même des données fiabilisées, des éléments tangibles et un climat général qui est malheureusement confirmé au fur et à mesure des journées nationales d'action. Maître Bobis, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, un point peut-être pour aussi éviter d'encourager les manifestants et de leur donner encore de l'espoir, c'est d'éviter que le préfet, enfin les préfets du moins et le gouvernement
ne s'empresse pas non plus de publier des arrêtés qui sont parfois et très souvent mal ficelés et qui tombent devant le juge administratif. Pensez à l'arrêté anti-casserole ? L'anti-casserole, mais il y en a eu d'autres. Et je vois d'ailleurs chez certains de mes confrères qui défendent des organisations, la Ligue des droits de l'homme, etc. Multiplient les procédures. Qui multiplient les procédures, et surtout qui s'enorgueillent justement de gagner ces procédures-là et qui incitent justement à attaquer parce que ces arrêtés sont mal pris, sont mal ficelés et souvent sont pris comme ça à la dernière minute. On a la loi anti-casserole, demain la loi anti-parapluie. Enfin, je veux dire, pourquoi pas C'est pas une loi, quand même. L'arrêté anti-casserole, C'est un vrai sujet, l'inflation de procédure. Oui, non, puis c'est l'inflation, si vous voulez, d'arrêtés totalement invraisemblables qui décrédibilisent complètement aussi l'action politique et l'action du gouvernement. On voit bien que les préfets ont la pression, qu'au dernier moment, ils essayent de se couvrir en prenant des arrêtés pour faire croire qu'ils en avaient. Ils sont systématiquement cassés en référé. Et donc, c'est une mauvaise image qu'on donne de l'État aussi. C'est intérêt pour le gouvernement Laurent de Pietraszewski. changer de damier et d'investir de façon extrêmement significative le sujet de la pénibilité. Parce que pardon, mais vous allez me trouver non, mais vous avez raison de revenir à vos sujets. Voilà, mais parce qu'il faut dire les choses. C'est ça. Quand il y a des policiers qui s'inquiètent de travailler 2 ans de plus, la condition, c'est ce qu'ils vont faire pendant 2 ans de plus. Si on leur demande de faire un soutien administratif, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Si on leur demande de courir après ou d'interpeller des gens, c'est peut-être plus difficile. Donc voilà, il y a des professions, il y a des moments où on doit pouvoir réfléchir à cela. Mais en réalité, c'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est qu'on puisse amener des réponses à ces différents corps de métier, à chacun et à chacune. Je me souviens très bien que vous m'aviez interrogé il y a quelques années sur le projet précédent que je portais, en me disant, mais en fait, les gens ont envie de savoir individuellement. Oui, qu'est-ce qui les attend ? Voilà. En fait, c'est exactement la question. Et donc, en fait, on a tous le sentiment, à tort ou à raison, d'être très différents les uns des autres. Et ce qu'on a besoin, c'est à la fois d'être reconnus dans notre spécificité de travailleurs, quel que soit le type d'activité que nous réalisons, et de voir comment la loi et la collectivité nous reconnaissent. Pourquoi est-ce que nous contestons qu'il y ait des régimes spéciaux, par exemple à la SNCF, maintenant c'est plus le cas, ou à la RATP. C'est parce que nous percevons collectivement et individuellement, à tort peut-être, que ce régime-là ne correspond plus à la réalité de la pénibilité. Et donc ça veut dire que nous avons ce besoin très fondamentalement ancré au fond de nous, et on a besoin de cette reconnaissance. Le commissaire Vallet. C'est bien que vous parlez des policiers. Vous savez, dans l'institution, ils sont à peu près 12 000. On a des policiers adjoints, ces contractuels qui font 2 fois des contrats de 3 ans, qui sont les anciens adjoints de sécurité. Le Conseil constitutionnel a censuré une avancée majeure pour ces policiers adjoints. C'est d'une manière, c'est laissé pour compte statutairement de la police, qui souvent passe gardien de la paix. C'est qu'ils peuvent travailler jusqu'à 6 ans. Avec la loi des retraites, ce travail a été pris en compte dans le calcul de leur retraite. Aujourd'hui, ils travaillent 6 ans gratuitement. Il n'y aura plus de reprise. On espère que dans les avancées que vous évoquez, ça sera corrigé parce que là aussi, il faut que chacun de notre institution et dans certaines brigades de police, les policiers adjoints, sans eux, on ne fait pas tourner les brigades aux côtés des gardiens de la paix et des gradés dans les brigades de police secours. Donc c'est aussi important. On espère qu'on pourra revenir sur cette disposition. François Pupponi. Le gouvernement aurait pu saisir au bon la censure du Conseil constitutionnel pour dire on a été censuré parce que c'était un cavalier législatif en fait, et donc je refais tout de suite un texte qui permet justement d'engager le dialogue et le débat. Parce qu'il va falloir revoter sur ces textes-là. Ça a été censuré parce que c'était le mauvais train législatif, mais on peut reprendre les mêmes mesures, améliorées dans un autre... C'est vrai, mais... C'est ce qui est prévu, mais pour éviter de faire 2 lois travail. Non, mais la difficulté, c'est que le gouvernement voulait le faire très vite, et ensuite, pour faire cette loi, il faut que les syndicats reviennent à la table. Sauf que il y avait des manifestations dans la rue, et donc Emmanuel Macron, dans son allocution, explique on se donne rendez-vous avant la fin de l'année. Et donc, une espèce de paradoxe absurde où en fait tout le monde a envie que ça aille assez vite, on l'entend autour de ce plateau, et pour des raisons politiques, tout s'est complètement enquisté, et donc en fait ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Quand ça va trop vite, les ministres n'arrivent pas à l'expliquer. Juste, j'aimerais qu'on écoute ceux qui sont déjà en angoisse de la prochaine manifestation du 6 juin. Ce sont les riverains et les commerçants qui ont vu leur devanture absolument saccagée. Écoutez quelques réactions recueillies ce matin par nos équipes. Alors qu'on manifeste, d'accord, moi j'ai l'habitude à la Nation, mais enfin quand on arrive à des dégradations comme ça, c'est scandaleux. Moi j'en ai marre de ces casses. J'ai vu hier un reportage à la télé, aux États-Unis c'est 35 ans de prison, parce que c'est considéré comme du terrorisme. Pourquoi on ne fait pas ça en France ? C'est triste, c'est vraiment très très triste, et puis je trouve ça tellement débile de s'en prendre comme ça à des bâtiments, et je pense pas que ça fera avancer les choses. C'est un scandale quoi, je trouve ça, c'est un paysage... de dégrader comme ça les biens d'autrui, je trouve ça assez méchant en fait. Voilà, je crois que c'est le mot. Alors 35 ans de prison, ça me paraît beaucoup, Maître Bovis, mais bon,
Pourquoi pas, hein, les Américains sont prêts, non, mais sont capables de tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on réagit sous l'émotion, évidemment, on a envie pardon l'expression, de les foutre en taulle et qu'ils nous laissent tranquilles et surtout qu'on arrive à les écarter de la société une bonne fois pour toutes pour qu'ils arrêtent de saccager. Mais une fois qu'on a raisonné avec l'émotion, il faut revenir sur quelque chose de plus concret, de plus pragmatique et voir ce qu'il est possible de faire dans un état de droit pour que chaque peine soit évidemment proportionnée à ce qui a pu être commis. Donc évidemment, on voit bien que 35 ans de prison, on est là dans de l'imaginaire. Commissaire Vallet. En tout état de cause, ceux qui vont payer, c'est encore ceux qui payent des impôts. Et quand on voit le profil majoritaire de ces interpellés, c'est des personnes issues de milieux aisés, de familles ultra riches, qui vivent de la rente ou en tout cas de la situation de leurs parents, et qui finalement hier ont cassé l'outil des travailleurs lorsqu'on s'en prend à des pharmacies. Il n'y a pas que ça dans les Black Blocs, vous le savez. Il y a des salariés, il y a une grande majorité, il y a des pères de famille. Dans les Black Blocs, il n'y a pas que mais majoritairement, il y a beaucoup de bourgeois quand même. Et moi, je suis comme vous, je suis parisien. Madame tout le monde, malheureusement. Comme vous, je suis parisien et il va falloir éponger déjà les 1 600 000 € qui prennent pas en compte la facture d'hier, puisque hier, quand vous regardez le boulevard de Voltaire qui relie les deux places, des dégâts exactement. Moi, j'en ai marre, comme beaucoup de Français, que ce soit en province ou à Paris, de passer à la caisse pour des choses que j'ai pas payées. Vous savez, l'émotion, effectivement, ne doit pas tout dicter, mais parfois le bon sens et la bonne raison du quotidien, elle doit aussi primer. Celui qui casse, c'est celui qui doit payer. Et moi, je trouverais pas normal que la justice, quand on rattache des faits à des personnes, il paye. Ah non, mais le casseur soit bien payé. Là, on était un peu plus loin. Casser une vitrine, effectivement, c'est passible d'une peine de prison qui n'est pas très importante. Mais incendier un immeuble d'habitation occupé, là, c'est autre chose, c'est une autre qualification. On parlait tout à l'heure de ce gars qui a lancé un cocktail Molotov sur un policier. C'est clairement une tentative d'atteinte à la vie d'autrui, d'assassinat. Donc, là aussi, on passe un cap. Mais tous les jours, à chaque manifestation, on passe un cap. Oui, jusqu'où on va aller, quoi. C'est ce que j'allais dire. Mme Borne, elle disait on a passé un palier, mais j'aimerais bien qu'on me dise combien il y a de paliers. Parce que. Le palier, c'est la mort. Tout à fait. Oui, c'est bien ce qu'inquiètent les policiers et les gendarmes, puisque vous me demandiez. Comment ? Il faut surtout pas en arriver là. Non, c'est sûr. Évidemment. Évidemment. Il faut que. Mais c'est ce qui est inquiétant. Le calme revienne. Le problème, c'est qu'on. En fait, on dit ça et à chaque fois on condamne et c'est maintenant malheureusement des scènes de la vie quotidienne en France. Non mais moi c'est ça que je trouve terrible, c'est qu'à chaque fois on franchit un nouveau palier, on se dit ah non plus jamais ça. Mais comment on fait pour faire face ? Comment on fait ? À chaque fois tout le monde condamne, enfin pas tout le monde malheureusement. Et on s'habitue un peu au niveau de la violence. Et objectivement on s'habitue. Et moi il y a plein de gens qui commencent à dire bon ok c'est une manif quoi, c'est les manifs comme celles qu'on a vues depuis 6 mois. Bah non, sauf qu'en fait chaque manifestation est vraiment singulière de ce point de vue-là et effectivement, vous l'avez dit, Laurence, on a franchi un palier qui n'avait jamais été atteint. Absolument. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1.